Et bien salut à vous les fans de l'Orcana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à Paris. Vous allez voir qu'on va faire un tournoi de cartes, on va faire un scellé, vous allez comprendre le principe tout de suite. Vous allez voir comment ça se passe et comment ça s'organise. Donc suivez-moi, direction Paris, les Gentlemen du jeu, une boutique que j'adore pour faire mes tournois. C'est parti, on y va. Du coup, ça y est, nous sommes arrivés dans la boutique, donc Gentleman du jeu, à Gambetta au niveau de Paris. L'arrêt Gambetta, c'est métro, hein. Franchement, c'est une trop bonne boutique. Nous, on vient très souvent ici jouer. Il y a une bonne place pour ici jouer. Vous avez même une seconde salle à côté pour tout ce qui va être moments sympas, trucs muches, enfin bref. J'adore cette ambiance et ils font très souvent des tournois, des ligues, des drafts, des scellés. Et donc le principe du scellé c'est quoi? C'est qu'on va avoir chacun 6 boosters, on va faire avec les 6 boosters des ouvertures et on va faire des constructions de decks. Et en gros après vous allez du coup repartir avec vos decks et vos cartes, donc c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et comment on construit un deck en scellé. Donc là du coup hop, on récupère nos 6 boosters et puis on va commencer à ouvrir tout ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Merci. 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 Très fort celle-là. Ouh, bah une petite légende. Oh, bah encore une autre. J'en avais besoin. Incroyable. Bon, maintenant, du coup, il va y avoir la réflexion de ce qu'on va mettre dans notre deck. Parce que c'est ça la petite difficulté. Je pense que déjà celle-ci, hyper importante à mettre dans son deck. Donc celle-là, on va la mettre évidemment. Celle-ci, je pense qu'elle peut être également très intéressante. Donc on va également la mettre. Et puis on va voir un peu avec toutes ces cartes-là ce qu'on peut faire. Celle-ci, très intéressante pour anticiper ce qu'on va avoir. Pas oublier de mettre des T1 en fonction de la curve. Donc la curve, c'est en fonction de tour 1, tour 2, tour 3. Ça, c'est des cartes qui sont très fortes également parce que du coup, votre adversaire ne peut pas les gérer. Donc c'est très intéressant également. Faut voir, on va chercher voir tout ça. Donc je pense qu'on peut trouver des petites dingueries sympas à faire là-dedans. J'ai décidé de faire directement une partie commentaire sur mon premier match. Bon, malheureusement, on voit pas très bien, donc c'est pour ça, comme ça au moins vous allez avoir les explications. Les premiers tours sont un peu tranquilles en général en draft et scellé. Là, ici, il a joué Réflexion, j'ai rien joué, il a joué un Simba. Ensuite, j'ai joué tranquillement un petit Aladdin. Ah non, une grand-mère Tala, excusez-moi. Ensuite, il a joué une clochette, il est parti à l'aventure. Moi, j'ai enfin joué justement mon Aladdin. Et là, j'ai décidé de empaler, de faire bannir ma grand-mère Tala directement sur son Simba pour que ma grand-mère Tala, en fait, quand elle est bannie, elle va directement dans ma réserve d'encre. Et là, c'était pour préparer un peu mes prochains tours. Bon, là, à ce moment-là, lui, il se doute qu'il peut y avoir un Trafalgar quelque part. Surtout, il était en face de moi quand j'ai ouvert mes boosters, donc je crois qu'il a entendu justement que j'avais eu Aladdin en alter. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu en mode, ouais, s'il se doute un petit peu, peut-être qu'il peut faire des choix assez particuliers. Il décide de mettre de l'encre. Là, à ce moment-là, il va jouer, je crois, un Pongo évasif qui est très fort, puisque celui-ci permet d'aller chercher 2 de l'or, et vous ne pouvez pas le gérer si vous n'avez pas d'évasive. Là, il se permet d'aller chercher du coup 1 de l'or avec Simba. Il réfléchit, il va chercher également 1 de l'or avec Clochette. Et moi, forcément, je vois une porte d'entrée pour moi. Je me dis, bon, allez, j'y vais avec mon Aladdin. Je vais mettre Alter Aladdin directement et bannir sa clochette pour gagner 2 de l'or et lui retirer 2 de l'or. Puisque quand Aladdin bannit un personnage adverse, il peut gagner 2 de l'or et retirer 2 de l'or. Donc là, à ce moment-là, forcément, c'est une grosse menace pour mon adversaire. Aladdin est très fort, il est très solide et justement, il va mettre un gros moyen de pression. Donc à ce moment-là, lui, il décide de mettre un Hercule en rempart. Il va chercher du lore. Moi, je joue un Tigrou. Et puis forcément, moi, il gère pas mon Aladdin. Je trouve que d'ailleurs, c'était une petite erreur. Il aurait peut-être dû essayer de le gérer. Bon, moi, je vais sur son Simba. Et paf, je bannis un deuxième personnage et je refais un écart de l'or à ce moment-là. Et ça fait tout de suite une belle différence. Donc ensuite, au prochain tour, il va me jouer directement, je crois, un Hades qui va lui permettre de récupérer une carte. Il va récupérer son Simba qui est dans sa défausse. Moi, écoutez, à ce moment-là, j'attends de voir ce qu'il va faire. Il ne fait rien. Il décide de rien faire. Moi, je pense qu'il aurait dû peut-être gérer justement mon Aladdin. Donc, il décide de rien faire. Moi, je mets un Pongo. Je pars à l'aventure avec mon Aladdin et mon Tigrou qui me permettent de l'orer. Là, à ce moment-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un feu du dragon
sur le Tigrou pour le gérer immédiatement. Ça, c'est une très très bonne réponse. Et ensuite, il va justement empaler Hadès sur Aladdin pour gérer les deux. Je pense qu'il aurait très clairement pu faire ça le tour avant avec Hercule pour m'empêcher déjà de gagner 2 de l'or. Donc c'est un peu dommage. Moi, à ce moment-là, je joue Flynn Rider qui, lui, quand il est défié et banni, eh bien, votre adversaire va, mulligan, enfin, défausser une carte. Moi, à ce moment-là, je mets une petite armée de 1 d'encre. J'attends de voir ce qu'il va faire. Je pars à l'aventure avec Pongo. Bon, pour le moment, je mets un petit peu de pression pour, écoute, tu dois gérer mon Pongo, sinon, moi, je vais partir avec tout ça à l'aventure et ça va faire beaucoup de l'or, 7 de l'or directement en un tour. Donc là, la seule chose que je pouvais craindre, c'était soyez prête ou encore tuons la bête. Bon, je sais qu'on est encellé, il ne peut pas avoir forcément toutes ses cartes directement en main, donc je me dis bon, peut-être qu'on a un peu de la chance. Il part à l'aventure avec Pongo. Au début, il voulait attaquer mon Pongo, mais les deux ne peuvent pas se tuer parce qu'ils n'ont pas assez d'attaque pour se tuer entre eux. Donc malheureusement, mon Pongo était un peu inatteignable. Il part à l'aventure avec justement Pongo. Il va mettre un Maximus en rempart et il part à l'aventure avec justement son Hercule. Bon, là, je pense que c'était aussi une erreur. Il aurait dû attaquer justement mon Pongo pour déjà lui faire des dégâts, pour en tout cas le gérer au tour d'après. Là, il joue un petit Archimède et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement passer son tour. Moi, écoutez, je pars avec tout à l'aventure. Moi, j'ignore, j'ai pas besoin de gérer son board. C'est moi qui, à ce moment-là, ai la pression. Je suis à 17 de l'or, il en a que 7. Je me dis que dans tous les cas, s'il ne gère pas mon board, il est foutu en fait. Simplement, il est foutu. Il doit gérer et mon Pongo et un autre personnage. Là, à ce moment-là, il me joue une réponse qui me permet de perdre 1 de l'or. Et là, je me dis, ah oui, ok, bon, il fait déjà un petit écart. Donc là, en vrai, je vous avoue, je suis un peu stressé parce que je me dis, s'il gère tout mon board, en fait, justement, peut-être qu'il peut remettre un peu la tendance de son côté. Là, justement, je lui explique que voilà, on ne se tue pas entre les deux Pongos. Il voulait le gérer. Je lui dis, non, tu aurais justement dû le faire au tour d'avant. Chose qu'il n'a pas fait pour au moins, justement, s'entretuer. C'est pas ce qu'il a fait. Donc, il va quand même, je crois, gérer mon Flynn Rider avec son Archimède. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Il va donc, du coup, ensuite gérer toutes mes autres petites 1-1 avec son Pongo, son Hercule. Et il va jouer également avec son Maximus également, c'est vrai que j'avais oublié. Là, à ce moment-là, je sais que mon Pongo n'a pas été attaqué, donc il est totalement hors d'atteinte. Écoutez, je pars à l'aventure. J'ai 19 de l'or. Je me dis dans tous les cas, enfin dans 18 parce qu'il m'a retiré 1 avec réponse. Je me dis dans tous les cas, il ne peut pas gérer mon Pongo. Il aurait dû l'attaquer au tour d'avant. Donc je suis entre guillemets tranquille pour ce tour-là. Et en fait, je sais que j'ai gagné à ce moment-là parce que, sauf s'il a un feu du dragon ou autre, chose qu'il n'avait pas en main. Donc j'ai gagné cette première partie et c'était une très belle partie. Du coup, j'ai voulu également vous enregistrer la deuxième partie puisque vous allez voir qu'elle est aussi très intéressante. Je suis tombé sur un adversaire très très fort. Premier tour, il m'a joué les créatures de Maléfique. Ensuite, moi, j'ai joué juste un petit Pascal qui est à l'évasive si justement il y a un autre personnage avec lui. Je vous avoue que j'étais assez perturbé parce que il avait des très bonnes actions. En fait, je trouvais qu'il jouait très très bien. Donc voilà, et en plus il me connaissait, donc petite dédicace à lui. Il était fort sympathique. Donc là, j'ai sorti juste ma petite application pour mettre justement le compteur de l'or. Là, il va simplement aller chercher 1 de l'or avec sa créature. Il va me mettre en tour 2 justement. Je crois qu'il va rien jouer. Il va jouer une Isma. Une Isma qui va lui permettre justement de vérifier les cartes au-dessus de sa pioche pour justement voir quoi jouer au tour d'après. Donc ensuite c'est à moi. Là je me dis ok, Isma c'est chiant parce qu'il faut la gérer dans ce genre de deck justement, enfin de tournoi. Moi je joue juste une petite mini qui a justement 2 d'attaque, 3 de volonté qui pourra justement aller chercher cette fameuse Isma s'il faut la gérer. Je pars à l'aventure avec Pascal. Je sais que de toute façon mon petit Pascal est hors d'atteinte. Enfin il ne peut pas être géré parce qu'il est évasif. Donc dans tous les cas je me dis c'est tranquille, on peut y aller, on peut continuer à voir ce qui se passe au tour d'après. Au tour 3, il va partir à l'aventure avec les deux. Donc, il va pouvoir activer l'effet de Isma, de voir la carte du dessus, voir s'il la met au-dessus ou en dessous. C'est très fort puisque justement, s'il ne veut pas la carte du dessous, moi, je décide de mettre un petit Aladdin. Aladdin qui est pareil, il va lui retirer 1 de l'or. Je vais gérer sa Isma parce que j'ai pas envie que justement Isma reste plus longtemps sur le board. Moi, je n'aime pas cette carte, donc autant qu'elle soit gérée le plus vite. Donc voilà. Donc, il part à l'aventure avec Madame de Garde-Robe et ses créatures. Donc, pour le moment, il ignore totalement mon board. Il ne gère pas ma mini. Je me dis, ok, bon, je pense que moi, j'aurais peut-être essayé de gérer mini parce que forcément, elle peut justement faire du trade. Là, il décide de jouer
un Hans. Hans qui peut être très très fort justement parce que justement quand il part à l'aventure, il va mettre un dégât à n'importe qui. Là je me dis ok, moi de toute façon mon Pascal il est foutu. Donc soit je pars à l'aventure avec lui, soit j'essaie de faire du trade. J'ai joué un Pongo encore en évasive. Et là, je pense que c'est peut-être une erreur que j'ai fait. Non, c'est bon, j'ai géré sa créature. Je pense que c'est ce qu'il fallait absolument faire. Je suis parti à l'aventure avec les deux autres, donc Aladdin et Pascal. Je sais que dans tous les cas, malheureusement, Pascal va partir et ne sera plus sur mon board. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il aura fait le taf. Il aura récupéré, je crois, à peu près 3 de l'or. Donc, c'était déjà très intéressant. Ensuite, mon adversaire, je pense que déjà dans un premier temps, il va forcément partir à l'aventure avec Hans pour gérer justement le Pascal. Voilà, directement, il va retirer, hop, voilà, Pascal est parti, il est banni, c'était évident. Ensuite, il va justement, je crois, partir à l'aventure avec Madame de Garde-Robe peut-être, ou peut-être qu'il va l'attaquer. Je pense que j'aurais peut-être attaqué mon Aladdin justement, sachant que voilà, effectivement, j'ai un Alter Aladdin. Bon, je l'avais pas en main, mais c'est vrai que ça peut être un peu oppressant de savoir si ton adversaire a des alters ou pas. Là, à ce moment-là, il décide de jouer le fou et j'ai trouvé ça très fort d'avoir fait ça pour permettre justement à son Hans d'être redressé. Et là, il joue le miroir et là, il a plus de cartes en main. Mais le problème du miroir, c'est que ça va lui permettre de piocher. Bon, moi, j'ai joué également le miroir qui va me permettre justement de vider ma main et de pouvoir piocher dès que ma main sera vide. Ah si, il avait encore une carte en main, excusez-moi, autant pour moi. Mais moi, je ne pourrais pas encore l'utiliser à son plein potentiel. J'ai fait la carte qui me permettait de piocher 2 cartes, d'en mettre une en dessous, une au-dessus. Je pars à l'aventure avec mon go. Je crois que là, à ce moment-là, je n'ai pas vraiment de réponse, j'ai pas grand-chose en main. C'était un petit peu stressant parce que bon, voilà, j'ai mon petit évasif, il est tranquille. Mais je vois qu'en face, il a quand même pas mal de choses à faire. En plus, il va pouvoir grignoter mon petit Pongo avec son Hans. Donc, je me dis, bon, si on joue à la course, je vais perdre à ce jeu-là. Donc c'est pas le but. Là, à ce moment-là, il va jouer un bouclier qui va lui permettre justement de redresser encore des personnages. Il va jouer une encre. Il va piocher une carte avec son miroir puisqu'il a plus de cartes en main à ce moment-là. C'est très très fort. Et il va jouer un Stitch. Et là, je me dis, oh là là. Là, il commence à un peu trop mettre de choses sur le terrain. J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose pour gérer. Je sais que j'avais justement, soyez prête. Tuons la bête, excusez-moi. Tuons la bête en carte. Là, je me dis, allez, j'y vais. Je mets un Stitch en 4, 6 qui va me permettre de l'orer à 3. Donc, c'est un gros body. C'est quand même assez strong. En vrai, ça me permet de gérer pas mal de petites choses. Je me dis qu'il peut mettre une pression. En ayant un peu de chance, il peut mettre la pression. Il peut être là et il peut faire du bon travail. Donc, à ce moment-là, lui, il joue un Pongo. Et là, je me dis, oh là, c'est trop. Là, il y a beaucoup trop de choses. Sachant qu'il va pouvoir encore partir à l'aventure avec Hans, encore mettre un dégât à Pongo. Donc, le tour d'après, Pongo est quasiment banni. Je me dis, ok, là, il y a peut-être des gros soucis qui se passent pour moi. Là, à ce moment-là, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer de gérer peut-être son Hans avec mon Pongo ou peut-être avec Stitch. Je sais plus ce que je fais. Là, en ayant un visuel sur la partie, je pense que je devrais essayer de gérer son Hans parce que forcément, mon Pongo va être banni sinon trop facilement. J'ai joué un Tigrou, donc encore un évasive. Vous l'avez compris, j'avais pas mal d'évasives dans mon terrain. Là, je pars défier justement le Hans, donc c'est bien ce que j'aurais fait. Pour le moment, pas de regret justement sur ce move. Peut-être que je serais parti avec Pongo à l'aventure, je pense. Malgré tout, il va être, je pense... je décide de bannir Madame de Garde-Robe. Ok. Ah non, le fou, j'ai banni le fou. Mais là, il fait un carte advantage énorme avec justement son miroir qui lui permet d'avoir tellement de cartes en plus dans la main, alors que de base, il n'en a pas. Là, il décide de juste partir à l'aventure. Il n'a rien fait de plus avec son Pongo. Bon, là, je me dis, ok, bon, moi, j'ai mon Stitch. Et j'avais pas de réponse, de toute façon. Je savais qu'il avait gagné, donc j'ai laissé tomber. En fait, il avait trop de cartes sur le terrain. On n'a pas le compteur de l'or là, mais je vous le mettrai à l'écran. Et en vrai, il m'a mis beaucoup de pression avec toutes ces cartes. Et peut-être que j'aurais dû jouer la course, moi également, de mon côté. Donc, pour le moment, première partie gagnée. Grâce aux insaisissables qui ont été importantes. Et écoutez, la deuxième elle est perdue à cause justement des cartes de gestion et j'avoue que c'était plutôt fort. En fait, il avait des cartes qu'on sous-estime et qui en fait sur du scellé, en fait c'est simple, quand tu joues à des tournois comme ça, scellé ou draft, certaines cartes qui sont pas forcément intéressantes en jeu dans les construits, eh bien sont intéressantes, comme par exemple Oscar qui est très intéressant, qui va te permettre de gagner 2 de l'or et qui va en plus de ça gérer une de tes cartes
en un tour, donc c'est plutôt fort. Il m'a également fait Ariel Aurore qui était très forte dans le même principe, et Mufasa qui a terminé la game, parce qu'en fait Mufasa c'est une grosse carte, donc pour aller la chercher c'est très compliqué, et en fin de partie avoir des si grosses cartes, ça peut faire la tendance, donc ça a fait gagner. Donc pour le moment je suis en un partout, donc à voir avec les 2 dernières qui nous restent. À la 4e place, nous avons Maxime. Oui. Félicitations. Merci. À la 2e place, Lothaire. Et à la 1re place, avec son deck tout cheaté, Arthur. Bravo. Parce qu'on a vu. Non, film parce que j'ai l'impression qu'il y a une enchante. Je porte plainte que pour les canailles. Moi je les ai posés, j'ai le stress là, je vais avoir une commune en face, ça va être. Faut hurler, faut hurler ou se pisser dessus, c'est enchanté, c'est ce qu'on avait décidé tout à l'heure. Tu choisis un des deux. Ouais, désolé. C'est pas mal déjà, c'est T'as la pression là. Oh, déchiqueté. Voilà de gris, Olaf. Ah, bah, y en a. ok. Quelqu'un l'a volé. Voilà, ok. Ok. Pas foil, c'est pour toi. T'as eu le starter deck. Voilà, j'ai eu le. Ouais, c'est cool, ça s'est joué à l'opponent Matchwin. Commence à l'envers. On aille se coucher. Deux mondes à 9 points. Et ça s'est joué aux victoires des opposants. Ce qui n'est pas très fun comme départage. Ah. Pas mal. Eh bien salut, eh bien ça y est les amis, c'est une fin de tournoi, donc du coup voilà, j'ai fini en 4e position. On était à peu près une petite vingtaine je dirais, il y avait, ouais c'est ça à peu près. Je suis quand même fier de mon deck, de ce que j'ai pu proposer ce soir. J'ai eu quand même des regrets sur certaines choses que j'ai composées dans celui-ci, donc je vous retrouve directement chez moi pour voir ensemble comment je l'ai constitué, vous expliquer comment constituer un deck de scellé, et j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait plaisir, ce petit vlog un peu découverte du scellé. Ça pourrait être très sympa de faire ça à différentes occasions, comme du tournoi ou encore du draft. Allez, on se retrouve chez moi directement. Et bah écoutez, on est rentré du coup de ce fameux tournoi en mode scellé. Donc du coup le principe, vous l'avez compris je pense maintenant, c'est vous avez vos petits boosters que vous découvrez tous ensemble, et ensuite de cela vous faites votre propre deck. Alors je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre certaines cartes et pourquoi j'ai décidé de ne pas en mettre certaines. Alors parmi justement les cartes que j'avais, que je n'ai pas mis, j'ai pas mis Vaiana par exemple, j'ai pas mis des réflexions, des Tamatoa, des tout petits Tamatoa comme ça en 1-4 qui je trouve n'apportaient pas grand chose, Olaf, Ruée qui aurait pu être intéressante honnêtement et qui aurait pu peut-être apporter quelque chose. Et encore c'est peut-être pas forcément la plus importante, Montragousset qui aurait pu peut-être également faire quelque chose, mais j'ai pas décidé de la mettre. Enfin voilà, il y a quelques cartes que j'ai pas décidé de mettre et que je regrette pas parce que je ne pense pas que c'était des bangers. Et maintenant je vais vous montrer mon deck. Alors mon deck, il était composé de plusieurs cartes. Dans mon deck j'ai eu plutôt de la chance entre guillemets. En fait j'ai tout de suite eu une espèce de combo que j'ai voulu mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai pris plusieurs cartes du même archétype. En fait, j'ai eu l'impression que Aladdin était à l'honneur. Parce que j'ai eu 2 cartes Aladdin en rouge. Alors, le problème d'Aladdin en rouge, c'est que c'est pas une excellente carte. Hein. Elle a 3 d'encre. Elle est ancrable, ça c'est plutôt cool. 2 de volonté, 2 d'attaque. Lorsque vous jouez Aladdin, votre adversaire perd 1 de l'or et il va juste l'orer à 1. Il n'a pas des statistiques incroyables, mais le but, c'était de jouer le gros Aladdin que j'ai eu en alter, pour me permettre de justement faire des petits combos et des petites surprises. Donc j'avais ce Aladdin là qui pouvait faire ça. J'avais également le Aladdin Prince Ali qui est en hors d'atteinte et qui est plus intéressant que l'autre Aladdin finalement. Et j'avais le cimetière volé. Alors celui-ci ça m'a jamais servi, je vous avoue, mais voilà. En tout cas ça c'était le petit archétype Aladdin que j'avais, qui était plutôt sympa. Ensuite j'avais mis d'autres objets. Les objets c'est des trucs qui vont vous permettre des fois d'accélérer un petit peu vos jeux. Donc en objet j'avais principalement la lanterne, et je crois que j'en avais un autre, voilà j'en avais un autre. Donc les 2 objets que j'avais c'était lanterne ici qui va me permettre de jouer des cartes plus rapidement, et le miroir de la bête. Quand votre main est à 0, et bien ça va vous permettre de piocher. Il faut savoir c'est que quand vous faites du tournoi scellé ou du draft, tout ce qui va être pioché c'est hyper important. Mais genre vraiment c'est primordial, parce que de piocher en fait dans un jeu comme ça, eh bien vous allez voir que c'est ce qui va vous permettre d'accélérer et de pouvoir
sortir de certaines situations. Alors, en termes de one cost, alors les one cost, c'est en gros des coûts à 1. C'est les cartes qui vous coûtent que 1 à jouer. Alors, dans un premier temps, j'ai juste développe ton cerveau. Piochez 2 cartes, vous en mettez une dans votre main et l'autre en dessous de la bibliothèque. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'avais 6 cartes à 1. Donc des basiques avec Archimède, Stitch, Polochon. Et les créatures qui sont des cartes à 1 ancrables et qui coûtent, qui font 2-2 et 1 de l'or. Donc ça, c'était intéressant. Pascal, qui quand vous avez une autre carte est insaisissable. Les cartes insaisissables, c'est hyper fort. Et j'ai décidé de mettre également un Simba qui dit que vous piochez et vous défaussez. Donc intéressant si jamais vous piochez une carte plus intéressante pour les tours d'après. En tour 2, j'avais quoi? En tour 2, j'avais des cartes plutôt intéressantes également avec des bons body. En tour 2, alors il y en a peut-être une ou deux que je regrette d'avoir pris. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on avait en tour 2 Yzma qui est hyper intéressante parce qu'elle va vous permettre de voir ce que vous allez piocher. Donc si vous avez par exemple un miroir qui va vous permettre de piocher ou la reine, moi j'avais la reine par exemple, vous allez voir, c'était hyper intéressant. On a le Prince Eric en 2-3 qui est un bon body, voilà, qui permet de faire des trades. On avait le Simba en 2-3 également qui a rempart. On avait le Flynn Rider qui me permettait d'aller chercher du lore et qui permet de mettre une pression parce qu'en scellé, t'as pas envie de défausser des cartes et quand si tu bannis le Flynn Rider, tu défausses une carte. On avait la Mini qui était un très bon body pareil en 2-3 qui permet de faire du lore. Et la grand-mère Tala, en général la grand-mère Tala elle était pas si importante que ça parce que les gens ne voulaient pas trop la trade. Donc en fait c'était à moi de faire du trade si je voulais faire du lore un peu plus rapidement. Malheureusement j'avoue que c'est pas celle qui m'a le plus servi durant cette partie. Mais bon, c'est pas grave. En tour 3, on avait des cartes plutôt intéressantes. Une des cartes les plus fortes, je trouve, c'était le Cheshire qui me permettait de chercher 2 de l'or. Pareil, qui mettait une sacrée pression. Ensuite, on avait 2 Vanilla. Donc les Vanilla, c'est celles qui n'ont pas d'effet. Avec Mickey et Christophe qui étaient des très bons body. On avait Elsa qui me permettait de épuiser une carte adverse. Donc si jamais j'avais le Aladdin, ça pouvait faire des combos sympas. Et évidemment, une carte de mes amis de l'au-delà qui me permettait de piocher en chanson ou normalement. Et ça, c'était plutôt très fort. On va arriver dans les cartes un peu late game. Vous allez voir, j'ai une carte légendaire qui finalement m'a pas du tout servi. Au contraire, je trouve qu'elle était plutôt handicapante. Alors, on avait une Cendrillon que j'ai voulu mettre dans le jeu parce que, bah écoutez, je me suis dit Cendrillon, pourquoi pas. C'est un bon body, why not. On avait également le Jafar de la Caverne aux Merveilles, très intéressant. La Aurore qui me permettait de faire du trade sympa. On avait le Pongo qui était en évasive et bah honnêtement les cartes évasives très fort. Donc j'en avais 2 des Pongo évasives. Il faut vraiment pas les négliger. J'avais le Jetsam pareil évasive mais bon il l'aurait qu'à 1 donc c'était pas non plus hyper fort. Mais c'était quand même un évasive. Et j'avais la Belle Demoiselle qui elle bah pour le coup était intéressante sur le papier mais ça n'a pas été si fort que ça. Donc finalement j'ai plus eu un frein avec cette carte qu'autre chose. Ensuite j'avais pas mal de cartes à 5. J'avais en insaisissable la clochette qui évidemment bah c'est jouable parce que c'est insaisissable. On avait également le dingo en insaisissable qui était foil, donc très fort également. Le chapelier fou, lui qui me permettait de piocher et gagner 3 de l'or, donc très fort. La reine qui pareil me permettait de piocher, donc très intéressante. Et nous avons Tuons la bête qui était intéressante, elle m'a servi je crois en une partie. Et en plus, j'avoue que c'était pas non plus Game Breaker, donc c'était pas fou. On avait 2 cartes à 6. On avait le Tigrou en insaisissable. J'avais vraiment un deck full insaisissable, c'était incroyable. Le Stitch qui me permettait de l'or à 3. Pareil, très intéressant. Lui qui n'était pas insaisissable, mais c'était un bon body. Et en dernier, on avait eu une légendaire insaisissable, le Mickey, qui me permettait de l'or à 4. Alors en vrai, le Mickey, je l'ai sorti une ou deux fois. Ça n'a pas été non plus... Game Breaker, donc c'est pas ça qui a changé la partie, mais on va dire que quand le Mickey est sur le terrain, bah t'es un peu serein et c'est plutôt cool. Il y a une partie, je me suis pris une comment on appelle ça, je me suis pris une Soyez prête, j'étais dégoûté, je me suis dit waouh, il y a des gens qui ont joué Soyez prête, trop fort, donc voilà, j'étais deg, mais j'étais content quand même du résultat que j'ai fait. Top 4 avec juste une lose, en vrai ça va, je trouve que j'étais plutôt fier de ce que j'ai fait comme partie. Je pense que j'aurais pu m'y prendre autrement peut-être pour cette partie là. Je sais pas, mais en tout cas je suis plutôt fier de mon résultat. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait du tournoi scellé, du tournoi draft ou encore construit. Je vous expliquerai les différents tournois, différentes parties, différentes choses qu'on peut faire en boutique, etc. En tout cas, on se retrouve prochainement pour du Lorcana. Bisous tout le monde.